La lumière du matin filtrait par la fenêtre de ma cuisine, alors que j'ajustais le col de ma robe bleu marine, celle avec de minuscules boutons de nacre qui avaient appartenu à ma mère. Mes doigts tremblaient légèrement, non pas à cause de l'âge, mais à cause de quelque chose que je ne pouvais pas tout à fait nommer. Aujourd'hui, c'était mon 66e anniversaire, et pour la première fois depuis des décennies, je me sentais comme une proie. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de commenter d'où vous nous regardez. Joyeux anniversaire, mère Eliane. La voix de Corinne avait été mielleuse lorsqu'elle avait appelé hier. Ma belle-fille depuis 15 ans, qui communiquait normalement par le biais des échanges obligatoires de mon fils Pierre, à Tours. J'adorerais t'emmener déjeuner demain, juste nous deux. Il est temps que nous apprenions à mieux nous connaître. L'invitation sonnait faux, comme trouver un serpent enroulé dans une corbeille de roses. Corinne n'avait jamais montré le moindre intérêt à mieux me connaître. En fait, elle avait passé des années à m'effacer systématiquement des réunions de famille, des photos de vacances et de la vie de mon propre fils. Mais quelque chose dans son ton m'a fait accepter. Peut-être était-ce la curiosité. Peut-être était-ce l'espoir insensé qu'à 77 ans, je pourrais enfin compter à nouveau pour quelqu'un dans ma famille. J'avais vécu dans cette maison pendant 43 ans. J'y avais élevé 3 enfants. Et c'est depuis le salon que j'avais accompagné mon mari à sa dernière demeure. Maintenant, elle ressemblait à un musée de ma propre insignifiance. Mon plus jeune, Henri, vivait en Californie et appelait 2 fois par an, à Noël et pour mon anniversaire. Des appels de devoir qui duraient juste assez longtemps pour apaiser sa culpabilité. Ma fille, Laure, vivait à seulement 2 villes d'ici, mais me traitait comme une relique embarrassante, ne me rendant visite que lorsqu'elle avait besoin de quelque chose. Et Pierre, mon premier-né, l'enfant pour qui j'avais tout sacrifié, il était devenu la marionnette de Corinne, dansant sur sa musique pendant qu'elle coupait lentement, méthodiquement, chaque fil qui le reliait à moi. La sonnette retentit à midi pile. Corinne se tenait sur mon porche, portant des lunettes de soleil de créateur et un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Elle avait 45 ans, 15 de moins que Pierre, avec le genre d'apparence soignée que l'argent peut acheter et que la confiance peut parfaire. Tout en elle était calculé. De ses mèches blond miel à sa manucure française, en passant par la façon dont elle penchait la tête quand elle parlait, comme si tout le monde était légèrement simplet. « Tu es ravissante, Eliane, » dit-elle, bien que son regard n'ait jamais croisé le mien. « Prête pour ta journée spéciale ?» J'ai attrapé mon sac à main, un vieux sac en cuir qui avait connu de meilleures décennies, et je l'ai suivi jusqu'à l'imposant 4x4 noir rutilant dans mon allée. L'intérieur sentait le parfum de luxe et le cuir neuf. Le monde de Corinne sentait toujours le propre, l'antiseptique, dépourvu du sens désordonné de la vraie vie. « Où allons-nous » ai-je demandé alors que nous nous éloignions de ma maison. Par la fenêtre passager, je regardais mon quartier disparaître. La boîte aux lettres que j'avais peinte au printemps dernier. Le jardin de Madame Moreau, où elle me saluait toujours. L'arrêt de bus où je prenais la ligne 42 pour le centre-ville, 2 fois par semaine, pour faire mes courses. « C'est une surprise !» dit Corinne, ses doigts manucurés tambourinant contre le volant. « Un endroit spécial. Tu vas adorer. » Nous avons traversé la ville, passé le café où Théo et moi avions l'habitude de prendre notre café tous les dimanches matins. Passé la bibliothèque où j'avais été bénévole pendant 20 ans. Passé la pharmacie où le jeune Félix demandait toujours de mes nouvelles et de mon arthrose, avec une réelle sollicitude. Puis nous avons continué à rouler, encore et encore. Les repères familiers de ma vie s'effaçaient, comme une vieille peau. Nous étions maintenant sur l'autoroute, en direction du nord, et quelque chose de froid s'installa dans ma poitrine. Ce n'était pas le chemin vers un restaurant que je connaissais. Les jointures de Corinne étaient blanches sur le volant, et elle n'avait pas parlé depuis 20 minutes. « Corinne !» dis-je, gardant ma voix stable malgré les sirènes d'alarme qui retentissaient dans ma tête. « Où allons-nous exactement ?» Elle me jeta un rapide coup d'œil, puis se reconcentra sur la route. « Je t'ai dit que c'était une surprise. » Nous roulons depuis plus d'1 heure. Quel restaurant est si loin? Son rire sonna comme du verre brisé. Pas un restaurant,
Eliane. Quelque chose de mieux. Quelque chose de permanent. Le mot flotta dans l'air entre nous comme une menace. Je sentis mon corps s'immobiliser, de la même manière qu'un lapin se fige lorsqu'il sent l'ombre du faucon. Chaque instinct que j'avais affiné au cours de 7 décennies de vie hurlait au danger. Mais je me forçais à réfléchir, à planifier. Mon téléphone était dans mon sac à main, posé sur mes genoux. Avec des mouvements prudents et délibérés, j'ouvris la fermeture éclair et glissai ma main à l'intérieur. Mes doigts, ankylosés par l'arthrose, trouvèrent dans la forme familière de mon iPhone. Un cadeau d'Henri pour Noël dernier, que j'avais d'abord refusé, mais que je chérissais maintenant. J'avais appris à envoyer des textos malgré la conviction de mes enfants que j'étais trop vieille pour la technologie. « C'est un endroit pour les femmes comme toi », continua Corinne, sa voix prenant ce ton horriblement condescendant qu'elle utilisait quand elle pensait être gentille. « Tu y seras en sécurité. On prendra soin de toi. Tu n'auras plus à te soucier d'entretenir cette grande maison, ni de cuisiner pour toi, ni, d'être seule. » Mon pouce trouva le bouton d'accueil du téléphone. L'écran s'alluma, et je l'orientai soigneusement pour que Corinne ne puisse pas voir. Des années d'anxiété nocturne m'avaient appris à naviguer sur cet appareil dans le noir, et la mémoire musculaire me guida maintenant. Message, conversation récente, le voilà. Maître Dubois, mon avocat, un homme bon qui s'était occupé de la succession de Théo et m'avait aidé avec certains arrangements au cours des derniers mois. J'ai tapé un seul mot. Maintenant. Le message partit avec un léger swoosh qui fut englouti par le bruit de la route. Corinne parlait encore. Quelque chose sur le fait que Pierre pensait que c'était pour le mieux, qu'ils avaient trouvé un charmant établissement, avec des activités, et d'autres femmes de mon âge, que je ne devais pas être têtue et accepter de l'aide. Mais je n'écoutais plus. Je me souvenais de la conversation que j'avais eue avec Maître Dubois 3 mois auparavant, lorsque j'avais commencé à soupçonner ce que ma famille préparait. Les appels téléphoniques chuchotés qui s'arrêtaient quand j'entrais dans la pièce. La façon dont Pierre avait commencé à poser des questions pointues sur mes finances, mes médicaments, ma capacité à vivre de façon autonome. L'agent immobilier qui avait accidentellement frappé à ma porte, demandant si j'avais déjà envisagé de vendre. « Eliane, vous devez comprendre », avait dit Maître Dubois, se penchant en avant dans son fauteuil en cuir, son expression grave. « S'il prévoit de vous faire déclarer inapte ou ayant besoin de soins, il pourrait agir très rapidement. Ces choses peuvent arriver vite, surtout s'ils ont des professionnels de la santé qui appuieront leur dire. Vous devez être préparé. » Alors, je m'étais préparée, pas seulement sur le plan juridique, bien que Maître Dubois m'ait aidé à mettre en place des protections qui allaient stupéfier mes enfants quand ils les découvriraient, mais aussi sur le plan émotionnel. J'avais su que ce jour viendrait. Je l'avais vu dans les yeux calculateurs de Corinne, dans l'évitement coupable de Pierre, dans la façon dont ils parlaient de moi, comme si je n'étais pas là. L'autoroute s'étendait devant nous, m'emportant loin de tout ce que j'avais jamais connu. Mais en regardant les bornes kilométriques défiler, je ressentis quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis des années. Le pouvoir. Ils se croyaient si malins, si prudents. Ils avaient sous-estimé la vieille dame sur le siège passager, de la même manière que les prédateurs sous-estiment toujours leur proie. Le téléphone de Corinne vibra dans le porte-gobelet entre nous. Puis, de nouveau. Puis il se mit à sonner. « Tu ne vas pas répondre ?» demandai-je doucement. « Ça peut attendre, » dit-elle. Mais je pouvais voir la tension monter dans ses épaules. Le téléphone cessa de sonner, puis recommença immédiatement. « C'est peut-être Pierre, » suggérai-je. « C'est peut-être important. » La mâchoire de Corinne se crispa. Elle attrapa le téléphone et jeta un coup d'œil à l'écran, puis le mit rapidement en silencieux, sans répondre. Mais pas avant que j'aie vu le nom. Les Glycines. Les Glycines, la maison de retraite à environ 2 heures, au nord de la ville. La même où Madame Violette de mon club de bridge avait été envoyée par son fils l'année dernière contre son gré. Elle était morte en 6 mois, son esprit brisé bien avant que son corps ne lâche. Le téléphone vibra avec un SMS. Les yeux de Corinne firent à la navette entre l'écran et la route,
et je vis son visage blêmir. « Tout va bien, ma chère ?» demandai-je, laissant juste une pointe de douceur dans ma voix. Corinne ne répondit pas. Elle fixait son téléphone, la bouche légèrement ouverte, son masque soigneusement composé, se fissurant pour la première fois depuis que je la connaissais. Un autre texto arriva, puis un autre. Le 4x4 commença à ralentir, et Corinne s'arrêta à la prochaine sortie. Ses mains tremblaient maintenant, alors qu'elle lisait les messages qui inondaient son téléphone. Elle me regarda, et pour la première fois, en 15 ans, je vis la peur dans ses yeux. « Eliane, » dit-elle lentement, « qu'est-ce que tu as fait ?» Je souris. Un vrai sourire. Pas l'expression polie et vaincue que j'avais portée pendant des années pendant qu'il planifiait ma disparition. « Je me suis protégée, » dis-je simplement. Au loin, je pouvais entendre des sirènes. Les sirènes se firent plus fortes, alors que Corinne tripotait son téléphone, ses doigts parfaitement manucurés, glissant sur l'écran. 2 voitures de gendarmerie apparurent dans le rétroviseur, leurs gyrophares rouges et bleus peignant l'intérieur du 4x4 de couleurs alternées d'autorité et de justice. « Sortez du véhicule, madame. » La voix du gendarme était calme, mais ferme, alors qu'il s'approchait de la fenêtre de Corinne. Il était jeune, peut-être 30 ans, avec des yeux bienveillants qui me rappelaient mon petit-fils. Si mon petit-fils avait jamais pris la peine de me rendre visite. Le visage de Corinne était devenu cendré. « Agent, je ne comprends pas. Nous étions juste en train de... »« Madame, je dois vous demander de sortir du véhicule. Maintenant. » Alors que Corinne obtempérait sur des jambes tremblantes, le second agent vint à ma portière. « Madame Hatesh, je suis le gendarme Hanks. Est-ce que tout va bien ?»« Je vais parfaitement bien, merci. » J'acceptai la main qu'il me tendait et sortis sur la bande d'arrêt d'urgence. L'air d'automne était vif, portant l'odeur des feuilles mortes et autre chose. La liberté peut-être. Votre avocat, Maître Dubois, a contacté notre centrale il y a environ 30 minutes. Il a dit que vous étiez en danger potentiel et nous a fourni votre localisation. La radio du gendarme Hanks crépitait. Il est en route. Je regardais Corinne se faire interroger par le premier agent, son sang-froid se fissurant comme une vieille peinture. Elle continuait de me désigner, sa voix montant dans les aigus, alors qu'elle essayait d'expliquer ce qui ne pouvait être expliqué. La tentative d'enlèvement d'une personne âgée, sous le prétexte d'un déjeuner d'anniversaire. « Agent, vous ne comprenez pas, » disait Corinne. « Elle est confuse, elle souffre de démence, elle a besoin de soins professionnels. Nous essayons de l'aider. » Le mensonge sortait de sa bouche si facilement, c'en était presque crédible. Presque. « Madame, nous allons avoir besoin de voir des documents qui appuient ces affirmations, » dit le gendarme. « Des dossiers médicaux, des ordonnances du tribunal, une procuration. » La bouche de Corinne s'ouvrit et se ferma comme un poisson, cherchant de l'air. Parce que bien sûr, il n'y avait pas de dossiers médicaux, pas de diagnostic, pas d'autorité légale, juste un plan qui était en préparation depuis des mois, construit sur des suppositions, de la cupidité, et la conviction qu'une femme de 67 ans serait trop faible, trop confiante, trop vaincue pour se battre. Une autre voiture s'arrêta, une berline argentée familière qui me souleva le cœur. Maître Dubois en sortit, ses cheveux gris légèrement en désordre, sa veste de costume habituellement impeccable froissée, comme s'il l'avait enfilée à la hâte. Derrière ses lunettes à monture métallique, ses yeux étaient vifs d'une fureur à peine contenue. « Eliane, Dieu merci !» Il m'atteignit en 3 enjambées rapides, ses mains douces alors qu'il me prenait par les épaules. « Êtes-vous blessée ?» a-t-elle. « Je vais bien, maître. Exactement comme nous l'avions prévu. » Son soulagement était palpable. « Le traceur GPS a fonctionné parfaitement. Nous avons pu suivre votre position en temps réel. » Il jeta un coup d'œil vers Corinne, à qui on lisait maintenant ses droits. « Elle vous emmenait aux Glycines, n'est-ce pas ?» J'acquiesçai. « Elle a appelé ça un endroit pour les femmes comme moi. A dit que j'y serais en sécurité. » La mâchoire de Maître Dubois se contracta. « En sécurité de quoi? De vivre votre propre vie? De faire vos propres choix ?» Au cours des 3 derniers mois,
Maître Dubois m'avait aidé à me préparer pour cette journée, avec la minutie d'un stratège militaire. Le traceur GPS caché dans mon sac à main avait été son idée, ainsi que le système de mots de passe qui déclencherait une réponse policière immédiate. Mais les préparatifs plus profonds, cela avait été de ma propre conception, née de 77 années à observer, apprendre et comprendre la vraie nature des gens autour de moi. Madame Atish, le gendarme Hanks revint à mes côtés. Nous allons avoir besoin d'une déposition complète de votre part. Préférez-vous faire cela au poste ou seriez-vous plus à l'aise ailleurs? En fait, intervint Maître Dubois, si cela vous convient, nous pourrions aller à mon cabinet. Ce n'est qu'à 20 minutes d'ici, et Madame Atish pourrait être plus à l'aise dans un environnement familier. Pendant que nous prenions les dispositions, je regardais Corinne être placée à l'arrière de la voiture de patrouille. On lui avait enlevé ses lunettes de soleil de créateur, révélant des yeux qui n'étaient plus froids et calculateurs, mais grands ouverts de panique. Elle passait des appels frénétiques, probablement à Pierre, probablement à son avocat, probablement à quiconque pourrait l'aider à reprendre le contrôle de cette situation, mais le contrôle n'était plus à elle. Pendant le trajet jusqu'au cabinet de Maître Dubois, assise sur le siège passager de sa berline, je me suis enfin autorisée à ressentir tout le poids de ce qui avait failli arriver. Pas seulement la tentative d'enlèvement, bien que ce fût une violation suffisante, mais les mois de préparation systématique, l'érosion minutieuse de mon autonomie, la cruauté désinvolte avec laquelle ils avaient prévu de se débarrasser de moi. « Comment avez-vous su ?» demanda doucement Maître Dubois. « Qu'est-ce qui vous a d'abord mis la puce à l'oreille ?» Je repensais au moment où tout était devenu clair. C'était au dîner de Noël de l'année dernière. Corinne parlait de la mère de son amie, de comment il lui avait trouvé un charmant établissement spécialisé pour la mémoire, de combien la famille était plus heureuse maintenant qu'il n'avait plus à s'inquiéter. La façon dont elle m'avait regardée en disant cela, j'avais su. « Et Pierre, que sait-il » La question que j'avais redoutée, mon premier-né, le bébé que j'avais veillé pendant une pneumonie quand il avait 3 ans, le garçon que j'avais conduit à l'entraînement de foot chaque week-end pendant 8 ans, le jeune homme que j'avais aidé à traverser ses études et son premier chagrin d'amour. Que savait-il? Qu'avait-il choisi de ne pas savoir? « Assez » dis-je simplement. Il en sait assez. Le cabinet de Maître Dubois était un sanctuaire de bois sombre et de cuir, rempli de livres de droit et du poids confortable de la sagesse accumulée. Alors que je m'installais dans le fauteuil familier en face de son bureau, il versa 2 verres d'eau d'une carafe en cristal, une petite gentillesse qui témoignait de sa compréhension du choc et de ses séquelles. « Racontez-moi tout », dit-il en ouvrant un carnet relié en cuir. « Depuis le début. » Alors je l'ai fait. Je lui ai parlé de l'invitation inhabituelle de Corinne, du long trajet vers nulle part, de la prise de conscience écœurante que j'étais transportée comme une marchandise vers un endroit où je n'avais jamais accepté d'aller. Je lui ai parlé des appels aux glycines, de la mention désinvolte de Corinne sur le fait que ce serait permanent, de la façon dont elle avait parlé, comme si la décision avait déjà été prise sans mon avis ni mon consentement. « Et maintenant ?» demandai-je quand j'eus fini. Maître Dubois posa son stylo et se pencha en arrière dans son fauteuil. « Maintenant, Eliane, votre famille découvre ce que vous avez préparé, et je soupçonne qu'ils vont être très surpris. » Il avait raison. Bien sûr, au moment où Corinne fut libérée sous caution 3 heures plus tard, la nouvelle de son arrestation était parvenue à Pierre. Au moment où Pierre appela chez moi, la première fois qu'il appelait en 6 mois, j'étais déjà à la maison, ayant été ramené par un gendarme Hanks, très contrit, qui semblait personnellement offensé que quelqu'un ait pu essayer de faire du mal à une si charmante dame. Le téléphone sonna 17 fois ce soir-là. Je ne répondis pas. Mon portable vibrait constamment de textos. Je lus chacun d'eux avec l'intérêt détaché d'une anthropologue, étudiant une espèce particulièrement agressive. « Maman, s'il te plaît, appelle-moi. Il y a eu un malentendu. C'est entièrement la faute de Corinne. Je n'ai jamais voulu ça. Nous devons parler. Je passe te voir. Maman, s'il te plaît.
Rappelle-moi. » J'éteignis le téléphone et me préparai une tasse de thé. Un Earl Grey, le bon que je gardais pour les grandes occasions. Aujourd'hui comptait comme une grande occasion, décidai-je. Aujourd'hui était le jour où j'avais sauvé ma propre vie. Assise dans ma cuisine, entourée de 43 ans de souvenirs, je pensais à la femme que j'étais ce matin. Effrayée, isolée, se préparant à être menée comme un agneau à l'abattoir. Cette femme me semblait maintenant une étrangère. Cette femme, celle qui tenait une tasse chaude entre ses paumes et planifiait son prochain coup avec une clarté cristalline, me semblait être celle que j'avais attendue toute ma vie de devenir. La sonnette retentit à 21h30, puis les coups commencèrent. Puis la voix de Pierre, étouffée par la lourde porte en chêne que Théo avait installée après notre frayeur de cambriolage il y a 15 ans. « Maman, je sais que tu es là. S'il te plaît, laisse-moi juste t'expliquer. » Je sirotais mon thé et ne dis rien. « Maman, Corinne a fait une erreur. Elle pensait essayer d'aider. Elle s'inquiétait que tu vives seule. Et elle... » Les mensonges lui venaient si facilement. Peut-être qu'il l'avait toujours fait et que j'avais simplement choisi de ne pas les entendre. « Maman, s'il te plaît, nous sommes une famille. Famille. » Le mot qui avait été utilisé comme une arme contre moi pendant des années, utilisé pour justifier chaque limite franchie, chaque décision prise sans mon consentement, chaque réduction lente et systématique de ma personne à un problème à gérer. Je me levai et marchai jusqu'à la fenêtre du salon. Pierre se tenait sur mon porche, son visage illuminé par la lueur jaune de la lumière extérieure. À 52 ans, il paraissait plus vieux que son âge. Des rides de stress autour des yeux, des cheveux gris parsemant sa chevelure sombre, des épaules qui s'arrondissaient vers l'intérieur comme s'il portait un poids invisible. Il ressemblait à un homme qui venait de réaliser que son monde, soigneusement construit, était sur le point de s'effondrer. Il avait raison de s'inquiéter. J'ouvris mon ordinateur portable. Un autre cadeau d'Henri que mes enfants supposaient, que je savais à peine utiliser, et commençai à taper un email. La liste des destinataires était longue et soigneusement choisie. Henri en Californie, Laure à 2 villes d'ici, les 3 enfants de Pierre qui savaient à peine que j'existais, les parents de Corinne qui m'avaient toujours traité avec une politesse froide, et chaque personne qui avait été exclue des réunions de famille au cours des 5 dernières années, pendant que Corinne reconstruisait notre famille à son image. L'objet était simple. Ce qui s'est réellement passé pour mon 67e anniversaire. Pendant que je tapais, les coups de Pierre s'estompèrent progressivement jusqu'au silence. Mais je savais qu'il était toujours là, probablement assis dans sa voiture, essayant de trouver comment tourner la situation, comment faire en sorte que ce soit de ma faute, comment convaincre tout le monde que la vieille folle avait surréagi à un acte de gentillesse. Il n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. L'email fut envoyé à 23h47, avec un léger carillon qui sonnait comme le glas d'une église. Je fermai l'ordinateur portable et allai me coucher, dormant mieux que je ne l'avais fait depuis des mois. Dehors, la voiture de Pierre restait garée de l'autre côté de la rue. Une vigile silencieuse qui témoignait plus du désespoir que de la dévotion. Je me suis réveillée à 6h01, avec 17 appels manqués et 43 textos. L'avalanche numérique avait commencé. Ma petite fille, Marie, l'aînée de Pierre, âgée de 24 ans, avait appelé 6 fois. Marie, à qui je n'avais pas parlé depuis 2 ans, à qui on avait dit que je devenais confuse et que je n'aimais plus les visites. Son dernier texto, envoyé à 3h22, disait simplement « Mamie, je suis tellement désolée. Je ne savais pas. Je prends la route de Paris aujourd'hui. » La réponse d'Henri arriva de Californie à ce qui devait être 4h du matin, heure locale. « Bon sang, maman. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Je réserve le prochain vol. » Le message de Laure était, comme on pouvait s'y attendre, égoïste. « Maman, nous devons discuter de cela en privé avant que ça ne prenne des proportions démesurées. Pense à la famille. » La famille. Toujours la famille. Comme si je n'en faisais pas partie. Comme si mon enlèvement était un problème de relations publiques plutôt qu'un crime. Mais c'est le message de la mère de Corinne, Martine,
qui m'a le plus surprise. Eliane. Je suis mortifiée. Seth et moi n'avions aucune idée de ce que Corinne préparait. C'est impardonnable. Sachez que nous ne cautionnions pas tous ce comportement. J'ai fait du café et des toasts, de simples rituels matinaux qui semblaient révolutionnaires, après le chaos d'hier. Et j'ai passé en revue les réponses qui continuaient d'inonder mon téléphone. 23 personnes avaient répondu à mon email. 23 personnes qui connaissaient maintenant la vérité sur la gentillesse de Corinne et l'inquiétude de Pierre. 23 personnes qui comprenaient mieux que le récit qu'on leur avait servi, la pauvre Eliane confuse ayant besoin de soins professionnels, était un mensonge construit pour justifier l'injustifiable. À 8h01, la voiture de Marie s'est garée dans mon allée. Elle en est sortie, ressemblant trait pour trait à son père à son âge. Cheveux sombres, yeux sérieux, ce menton volontaire particulier qui était de famille. Mais contrairement à Pierre, elle a monté les marches de mon perron, avec détermination, plutôt qu'avec culpabilité. J'ai ouvert la porte avant qu'elle ne puisse frapper. « Mamie Eliane !» Sa voix se brisa sur mon nom, et soudain, elle avait 24 ans, allant sur 7. La petite fille qui m'aidait à faire des biscuits et suppliait pour une dernière histoire avant de dormir. Je suis tellement désolée, tellement désolée. Je l'ai laissée me serrer dans ses bras. Cette petite fille dont on m'avait dit qu'elle ne voulait plus me voir. Ses épaules étaient secouées par le genre de remords sincère que je n'avais pas entendu de son père depuis des années. « Que savais-tu » ai-je demandé quand elle s'est finalement reculée. « Rien, je te le jure, rien. Papa nous a dit que tu avais des problèmes de mémoire, que tu avais demandé à ne pas avoir de visiteurs, parce qu'il te troublait. Il a dit que le médecin recommandait un contact limité jusqu'à ce que tu sois plus stable. » Elle s'essuya les yeux avec le dos de sa main. « Mais après avoir lu ton email hier soir, j'ai appelé le cabinet du docteur Marchand. Ils ont dit que tu n'y avais pas été vue depuis plus d'1 an et que la dernière fois, tu étais parfaitement lucide. » Ah, alors ils avaient la pensée à tout. Ma famille aimante. De fausses préoccupations médicales pour justifier l'isolement, de fausses recommandations de médecins pour excuser l'abandon, la construction systématique d'un récit qui me peignait comme incompétente et eux comme des responsables réticents. « Ton père, » dis-je prudemment. « Que t'a-t-il dit à propos d'hier ?» Le visage de Marie se durcit d'une manière qui me rappela moi-même. Il a appelé à minuit en pleurant. A dit que Corinne avait fait une terrible erreur, qu'elle avait paniqué pour ta sécurité et pris une mauvaise décision. Il n'arrêtait pas de dire que ce n'était pas de sa faute, qu'il n'avait jamais voulu que ça aille aussi loin. « Et qu'en penses-tu » Elle me regarda droit dans les yeux. Un autre trait de famille, cette honnêteté sans faille, quand c'était important. Je pense que mon père est un lâche qui a laissé sa femme planifier de jeter sa propre mère dans une maison de retraite contre sa volonté. Et maintenant, il a peur parce qu'il s'est fait prendre. La clarté de la jeunesse. Parfois, elle va droit au cœur des choses, autour desquelles les adultes passent des années à danser. Nous avons passé la matinée à trier les réponses à mon email. Marie lisait chacune d'elles à haute voix, sa colère grandissant à chaque message de choc et de soutien de membres de la famille à qui on avait dit que j'étais trop difficile à visiter, trop instable pour un contact normal. À midi, Henri a appelé. La voix de mon plus jeune fils était tendue de fureur et d'épuisement. Il avait pris le vol de nuit de Los Angeles et était actuellement dans un taxi depuis l'aéroport. « Maman, j'ai appelé Pierre toute la matinée. Il ne répond pas. Il consulte probablement des avocats, dis-je, ou essaie de trouver comment rejeter la faute sur Corinne seule. C'est ce que tu veux, les voir poursuivis en justice ? La question que j'avais évitée, même dans mon propre esprit. Que voulais-je ? La justice, la vengeance, une simple reconnaissance du tort qu'ils avaient essayé de causer. Je veux qu'ils assument les conséquences de leur choix, dis-je finalement. Pour la première fois depuis des années, je veux qu'ils ressentent ce que c'est que d'avoir sa vie perturbée par les décisions de quelqu'un d'autre. À 14 ans, ma maison était devenue un improbable centre de commandement. Henri était arrivé avec son ordinateur portable,
se lançant immédiatement dans des recherches sur les lois contre la maltraitance des personnes âgées et les violations des droits civils. Marie répondait aux appels de parents dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis des années, qui voulaient, tous, soudainement s'assurer que j'allais bien et exprimer leur horreur face aux agissements de Corinne. Et puis, l'heure est arrivée. Ma fille se tenait dans l'embrasure de ma porte, l'air en tout point de la professionnelle de banlieue. Blazer impeccable, sac à main de luxe, le genre de maquillage soigné qui suggérait qu'elle s'était préparée à cela, comme à une réunion d'affaires, ce qui, connaissant Laure, était probablement le cas. Maman. Elle ne fit aucun geste pour me serrer dans ses bras, ne montra pas l'émotion brute qui avait caractérisé l'arrivée de Marie. Nous devons parler. Bonjour Laure. Entre, je te présente ta famille. La pique atteignit sa cible. La mâchoire de Laure se crispa, en réalisant qu'Henri et Marie, des personnes avec qui elle aurait dû se concerter au sujet de mes soins, entendaient me parler des événements d'hier pour la première fois par mon email, plutôt que par les canaux familiaux. Ça a pris une ampleur démesurée, dit Laure, s'installant dans le vieux fauteuil de Théo sans y être invitée. Corinne a fait une erreur. Oui, mais l'ébruiter à toute la famille élargie, créer ce genre de drame, ça n'aide personne. Un drame? La voix de Marie aurait pu couper du verre. Tante Laure, elle a été enlevée. Ne sois pas ridicule. Elle a été emmenée dans un établissement de soins contre son gré, sans son consentement, après qu'on lui a menti sur sa destination. L'intensité calme d'Henri était plus déstabilisante que des cris ne l'auraient en été. En termes juridiques, c'est un enlèvement. En termes humains, c'est impardonnable. Le sang-froid de Laure se fissura légèrement. Vous ne comprenez pas la pression que nous subissions. Maman était isolée, têtue pour accepter de l'aide, refusant de reconnaître qu'elle ne peut plus gérer cette grande maison. Lui avez-vous demandé ce qu'elle veut? L'interrompit Marie. Est-ce que l'un de vous a réellement demandé à mamie ce qu'elle veut pour sa propre vie? Le silence qui suivit fut une réponse suffisante. À 16 heures, Maître Dubois arriva avec une mallette pleine de documents et des nouvelles qui firent blêmir Laure. Le bureau du procureur a décidé d'engager des poursuites, annonça-t-il en installant sa carrure imposante sur une chaise de ma cuisine. Tentative d'enlèvement d'une personne âgée. Complot en vue d'une escroquerie. Ils prennent cela très au sérieux. Escroquerie? La voix de Laure était à peine un murmure. Maître Dubois ouvrit sa mallette et en sortit un épais dossier. Nous enquêtons sur les intérêts financiers de votre famille dans la situation d'Eliane depuis plusieurs mois. Les demandes d'informations immobilières, les tentatives d'accès à ses comptes bancaires, les conversations préliminaires avec les glycines sur les structures de paiement. Il regarda Laure droit dans les yeux. Quelqu'un planifie cela depuis longtemps et quelqu'un coordonne la logistique. Je regardais le visage de ma fille passer par le déni, la peur, et finalement, un calcul froid qui me rappela inconfortablement Corinne. « C'est du harcèlement », dit Laure. « Vous faites passer ça pour une sorte de complot. »« Parce que c'en était un », dis-je doucement. « Vous m'avez tous traité comme un problème à résoudre plutôt que comme une personne avec des droits, et maintenant vous en subissez les conséquences. » Laure se leva brusquement. Je ne participerai pas à cette chasse aux sorcières. Maman, quand tu retrouveras la raison et que tu réaliseras que tu as besoin de ta famille, tu sauras où me trouver. Elle partit sans dire au revoir à Henri ou à Marie, ses talons claquant sèchement sur mon parquet. À travers la fenêtre, je la vis s'asseoir dans sa voiture pendant plusieurs minutes, passant probablement des appels frénétiques avant de finalement s'éloigner. « Ça va ?» demanda Marie, s'installant à côté de moi sur le canapé. « Est-ce que ça allait ?» Hier, j'avais été une victime, impuissante et effrayée. Aujourd'hui, j'étais entourée de gens qui se souciaient sincèrement de mon bien-être, prenant mes propres décisions concernant ma propre vie, regardant les personnes qui avaient essayé de se débarrasser de moi, s'agiter pour limiter les dégâts qu'elles avaient elles-mêmes causés. « Je vais plus que bien, » dis-je. « Je suis libre. » Ce soir-là, alors qu'Henri travaillait sur son ordinateur portable et que Marie préparait le dîner dans ma cuisine, le premier repas fait maison que je partageais avec ma famille depuis plus d'1 an,
Pierre est enfin apparu à ma porte. Il avait l'air épouvantable. Ses vêtements étaient all froissés, ses yeux rougis, ses cheveux habituellement parfaits en désordre. Quand j'ai ouvert la porte, il est tombé à genoux sur mon porche. « Maman, s'il te plaît, je t'en supplie, ça détruit ma vie. » J'ai regardé mon fils de 52 ans, l'homme que j'avais élevé pour être meilleur que ça, à genoux sur le même porche où il m'avait autrefois apporté des pissenlits en me déclarant son amour éternel. « Lève-toi, Pierre, » dis-je. Il le fit, une lueur d'espoir dans les yeux. « Maintenant, dis-moi, » continuai-je, « quand exactement comptais-tu me laisser prendre la décision concernant ma propre vie ?» La bouche de Pierre s'ouvrit et se ferma sans un mot, comme un homme qui se noie en eau peu profonde. Derrière moi, j'entendais la frappe d'Henri sur son clavier, et le grattement de sa chaise s'arrêtait. Ma question flottait dans l'air du soir, simple et dévastatrice. « Maman, Nous pensions... » Il passa ses mains dans ses cheveux, un geste que je me rappelais de son enfance, lorsqu'il avait été pris en flagrant délit de mensonge. « Tu semblais si seule, si isolée. La maison est trop grande pour toi, et nous étions inquiets. »« Arrête !» Le mot sortit plus sec que je ne l'avais prévu, mais il eut l'effet escompté. Pierre se tut. « Je n'ai pas demandé tes justifications. J'ai demandé quand tu comptais me laisser choisir mon propre avenir. Nous allions t'en parler. Quand ? Après que vous ayez déjà pris les dispositions ? Après que vous ayez déjà versé l'acompte aux glycines ? » Je m'approchai, et il recula instinctivement. « Je suis au courant de l'acompte, Pierre. 5 000 € versés, il y a 6 semaines. Comptais-tu me consulter avant ou après avoir encaissé mon assurance vie pour couvrir les frais mensuels ?» Son visage devint cendré. « Comment savais-tu ça aussi ?» Je souris, mais il n'y avait aucune chaleur. Parce que, contrairement à toi, je fais attention à mes propres affaires financières. Contrairement à toi, j'ai passé les 3 derniers mois à me préparer pour exactement cette conversation. De l'intérieur de la maison, j'entendis la vive inspiration d'Henri et le bruit de sa chaise, alors qu'il se levait. Marie apparut dans l'encadrement de la porte derrière moi, son jeune visage dur d'une colère qui la faisait ressembler de façon surprenante à Théo, dans ses moments les plus redoutables. « L'assurance vie de papy », dit-elle lentement, la compréhension se faisant jour dans sa voix. « C'est ça que vous visiez. C'est pour ça, la maison de retraite. » Les épaules de Pierre s'affaissèrent. « Marie, ma chérie, tu ne comprends pas les complexités. Je comprends que tu as essayé de voler ta propre mère, » dit-elle sèchement. « Je comprends que tu comptais la parquer pour mettre la main sur son argent. Ce n'est pas voler si c'est pour ses soins. Des soins auxquels elle n'a jamais consenti. » La voix d'Henri venait du salon, tendue d'une fureur à peine contenue. « Bon sang, Pierre, est-ce que tu t'entends ?» Je regardais mon fils aîné réaliser que ses justifications soigneusement construites s'effondraient autour de lui. Le récit qu'il avait bâti, des enfants inquiets prenant des décisions difficiles, mais nécessaires pour un parent vieillissant, était exposé pour ce qu'il était vraiment, de l'opportunisme financier, déguisé en devoir filial. « De combien avais-tu besoin ?» demandai-je doucement. « Quoi ? L'argent ? De combien avais-tu besoin ?» Je gardais ma voix égale, presque conversationnelle. « Qu'est-ce qui t'a poussé à planifier l'élimination de ta propre mère ?» Le visage de Pierre passa par plusieurs émotions, avant de se fixer sur une sorte d'honnêteté défaite. « L'entreprise va mal. Depuis 2 ans. Les dépenses de Corinne... Nous avons hypothéqué la maison, épuisé les cartes de crédit. L'argent de l'assurance nous aurait donné assez pour recommencer. Et ma retraite, ma pension, celle-ci serait allée aux glycines, je suppose, me gardant parqué jusqu'à ce que l'assurance vie soit versée. » Il acquiesça misérablement. Je sentis quelque chose de froid et de final s'installer dans ma poitrine. Pas de la colère. La colère était chaude et immédiate. C'était autre chose. La clarté peut-être. La certitude absolue qui vient quand on voit enfin quelqu'un exactement tel qu'il est, sans le voile obscurcissant de l'amour, de l'espoir ou de l'aveuglement volontaire. « Marie, » dis-je sans quitter Pierre des yeux, « voudrais-tu, s'il te plaît, m'apporter le dossier de mon bureau ?
Le rouge. Marie disparut dans la maison, revenant quelques instants plus tard avec le dossier que j'avais compilé pendant des mois. Je l'ouvris et en sortis une seule feuille de papier. Un relevé bancaire montrant un solde qui fit écarquiller les yeux de Pierre. « Surpris ?» demandai-je. « Ton père était un homme prudent, Pierre. Il a bien investi, économisé de manière constante et m'a laissé très à l'aise. Assez à l'aise pour entretenir cette maison pour le reste de ma vie. Assez à l'aise pour aider mes enfants et petits-enfants, s'ils en avaient besoin, s'ils avaient soif demandé. » Pierre fixa le chiffre sur la page. « Maman, si j'avais su que tu avais autant, je n'aurais jamais... » « Quoi? Tu n'aurais jamais essayé de me faire interner? Tu n'aurais jamais comploté avec ta femme pour m'enlever? Tu n'aurais jamais menti à mes petits-enfants sur mon état mental? » Je repris le relevé et le remis dans le dossier. « Ou tu aurais simplement demandé l'argent directement. »« J'avais honte, » murmura-t-il. « Je ne voulais pas que tu saches quel échec j'étais devenu. »« Alors, à la place, tu as décidé de me faire disparaître. » Henri apparut à côté de Marie, son ordinateur portable sous le bras. Mon plus jeune fils ressemblait à un procureur se préparant pour sa plaidoirie finale. « Pierre, j'ai passé la journée à examiner les finances de maman. Elle n'est pas seulement à l'aise, elle est assez riche pour vivre de manière indépendante pendant des décennies. Assez riche pour engager les meilleurs soins privés si jamais elle en a besoin. Assez riche pour faire ses propres choix sur son propre avenir. Mais elle est seule, dit désespérément Pierre. Elle n'a pas d'amis, ne socialise pas. Parce que Corinne l'a systématiquement coupée de tout le monde, lança Marie. Parce que vous avez passé 5 ans à l'isoler de la famille? Parce que vous lui avez fait croire qu'elle était un fardeau au lieu d'une personne qui valait la peine d'être connue? Je regardais mon fils absorber toute l'étendue de ce qu'il avait fait. Pas seulement la tentative d'enlèvement, mais les années d'érosion émotionnelle qui l'avaient précédé. Le travail lent et minutieux pour me rendre assez petite pour être ignorée, assez invisible pour être éliminée. Les charges contre Corinne seront maintenues, dis-je. Maître Dubois pense qu'elle plaidera coupable, purgera probablement 4 mois. En tant que son co-conspirateur, tu pourrais faire face à des conséquences similaires. Maman, s'il te plaît. Mais je suis prête à te proposer un marché. L'espoir vacilla dans ses yeux, pathétique et désespéré. Tu vendras ta maison, continuai-je. Tu rembourseras chaque centime que tu as emprunté contre mes futurs soins. Tu suivras une thérapie, individuelle et de couple, pendant au moins 1 an. Tu écriras des lettres à chaque membre de la famille, à qui tu as menti sur mon état, expliquant exactement ce que tu as fait et pourquoi. D'accord, oui, n'importe quoi. Je n'ai pas fini. Ma voix portait l'autorité de 7 décennies d'expérience de vie, de leçons apprises et de sagesse acquise. Tu accepteras aussi que ta relation avec moi dépende de ton comportement à l'avenir. Plus de pardon automatique parce que nous partageons le même ADN. Plus d'accès présumé à ma vie parce que tu es mon fils. À partir de maintenant, tu gagnes ta place dans mon monde. Maman, je comprends. Je ferai tout ce que tu veux. Ce que je veux, dis-je, c'est que tu comprennes que je ne suis pas ton héritage. Je ne suis pas ton plan de retraite. Je ne suis pas un problème à gérer ou un fardeau à déplacer. Je suis un être humain avec des droits, une dignité et la capacité de prendre mes propres décisions concernant ma propre vie. Pierre pleurait maintenant, des larmes coulant sur son visage, d'une manière que je n'avais pas vue depuis qu'il était enfant. Mais je ne ressentis aucune envie de le réconforter, aucun instinct maternel pour apaiser sa douleur. Il avait perdu ce privilège lorsqu'il avait décidé de me traiter comme une propriété, plutôt que comme un membre de sa famille. « Il y a autre chose, » dit Henri, s'avançant avec son ordinateur portable ouvert. « Marie et moi avons discuté et nous voulons proposer quelque chose. » Il tourna l'écran vers moi, montrant ce qui semblait être une annonce immobilière. Un charmant cottage avec une véranda, de grandes fenêtres et un jardin qui semblait entretenu par un professionnel. « C'est dans mon quartier à San Francisco, » dit Henri. « À 3 rues de ma maison. Le propriétaire est prêt à louer avec une option d'achat.
tu pourrais être proche de la famille qui veut vraiment de toi. Des petits-enfants qui adoreraient connaître leur grand-mère. Une communauté où tu pourrais prendre un nouveau départ et laisser tout ça derrière toi. Ou garder celle-ci comme maison d'été, suggéra Marie. Tu peux te permettre les deux, mamie. Tu pourrais partager ton temps, avoir le meilleur des deux mondes, l'indépendance et le soutien familial. Je regardais mon plus jeune fils et ma petite fille, voyant dans leur visage l'amour et le respect qui avaient manqué à ma vie depuis si longtemps. Puis je regardais Pierre, toujours debout sur mon porche, espérant toujours une absolution qu'il n'avait pas méritée. « J'ai besoin de temps pour réfléchir », dis-je à Henri et Marie. Puis je me tournai vers Pierre. « Tu dois partir maintenant. Reviens quand tu auras commencé à faire amende honorable. De vraies réparations, pas seulement des promesses. Quand tu auras commencé la thérapie, commencé à payer le dédommagement, commencé à traiter cette situation comme le crime qu'elle était, au lieu d'un malentendu que tu peux expliquer. Maman, va-t'en, Pierre, avant que je ne change d'avis sur le fait de t'offrir une seconde chance. » Il partit enfin, les épaules courbées sous le poids de conséquences qu'il ne s'était jamais attendu à affronter. De la fenêtre de mon salon, je le regardais s'asseoir dans sa voiture pendant près de 10 minutes avant de finalement s'éloigner. « Ça va ?» demanda Marie, s'installant à côté de moi sur le canapé. « Je suis fatiguée, » admis-je. « Mais je suis aussi libre. Pour la première fois depuis des années, c'est moi qui décide de la suite. » Henri ferma son ordinateur portable et me regarda sérieusement. « Quoi que tu décides pour la Californie, tu dois savoir que nous te voulons dans nos vies. Pas comme un fardeau ou une obligation, mais parce que tu es notre famille et que nous t'aimons. » Assise entre mon fils et ma petite fille, je réalisais que Corinne s'était trompée sur une chose. Ce n'était pas un endroit pour les femmes comme moi. Les femmes qui avaient été rejetées, méprisées, traitées comme des rappels gênants de la mortalité de leurs enfants. C'était un endroit pour que les femmes comme moi recommencent. 3 mois plus tard, je me tenais sur la véranda de mon cottage californien, regardant mon arrière-petit-fils Nolan poursuivre des papillons dans un jardin que j'apprenais encore à entretenir. À 7 ans, il avait le menton têtu d'Henri et la curiosité intrépide de Marie, ainsi qu'une certitude absolue que son arrière-grand-mère était la personne la plus fascinante du monde. « Arrière-mamie !» cria-t-il, utilisant le titre qu'il avait inventé pour moi. « Le chat orange est de retour !» En effet, un chat tigré roux était apparu près du portail de mon jardin, le même qui me rendait visite depuis des semaines. Les chats errants m'avaient toujours trouvé, même en Pennsylvanie. Théo avait l'habitude de plaisanter en disant que j'avais un panneau invisible qui me désignait comme une proie facile pour les créatures perdues. « Il s'appelle Marmelade », annonça ma nouvelle alliée, apparaissant au coin de la maison avec un sac de croquettes. Déborah, 68 ans, était ma voisine depuis exactement 3 mois et mon amie la plus proche depuis 2 mois et 29 jours. Elle s'était présentée le lendemain de mon emménagement en m'apportant de la soupe maison et en restant pour m'aider à déballer ma cuisine. « Tu ne peux pas continuer à le nourrir, » protestai-je mollement. « Il ne partira jamais. »« Tant mieux, » dit Déborah en s'installant dans le fauteuil en osier, à côté du mien. « Chaque femme de notre âge a besoin de quelque chose à se soucier, en plus de sa propre mortalité. D'ailleurs, il t'a déjà choisi, regarde. » Marmelade s'était en effet installée sur ma véranda, nettoyant ses moustaches avec l'air satisfait d'un chat qui savait qu'il avait trouvé sa personne. Tout comme Déborah elle-même, qui était devenue en quelque sorte indispensable à ma routine quotidienne sans que je m'en aperçoive. « Tes nouvelles de Pierre ?» demanda Déborah, son ton soigneusement neutre. « Il est toujours en thérapie. Envoie des rapports de progrès chaque semaine, comme des devoirs. » Je regardais Nolan découvrir le jardin à papillons qu'Henri m'avait aidé à planter. Maître Dubois dit que Corinne a accepté le plaidé coupable. 4 mois en détention, 2 ans de probation, et elle doit payer un dédommagement. Et Laure ? Ah, Laure. Mon enfant du milieu avait choisi son camp définitivement. Quand elle avait réalisé que je ne retournerais pas en Pennsylvanie, elle avait coupé tout contact. Pas d'appel d'anniversaire cette année, pas de carte de Noël,
aucune reconnaissance que j'existais ailleurs que dans sa conscience coupable. « Silence radio !» dis-je. « Ce qui est probablement mieux pour nous deux. » Déborah hocha la tête sans jugement. Elle avait vécu assez longtemps pour comprendre que parfois, les liens familiaux deviennent des chaînes. Et que la chose la plus gentille que l'on puisse faire pour toutes les personnes concernées est de les couper net. Le bruit de la voiture d'Henri dans l'allée fit accourir Nolan. « Papa! Papa! Arrière-mamie m'a laissé l'aider à planter les tomates. Et il y a un chat, et Madame Déborah a fait des biscuits. » Henri sortit de sa Tesla, l'air en tout point du dirigeant de la tech à succès, mais son visage s'illumina d'une joie sincère à la vue de l'excitation de son fils. À 45 ans, mon plus jeune avait trouvé l'équilibre parfait entre la réussite professionnelle et la dévotion familiale, une leçon que ses frères et sœurs aînés n'avaient jamais apprise. « Comment s'est passé le rendez-vous » demanda-t-il, en s'installant dans la 3e chaise de la véranda. « Bilan de santé parfait, rapportai-je. Le docteur Hanks dit que ma tension artérielle est meilleure qu'elle ne l'a été depuis des années, et elle est impressionnée par le poids que j'ai perdu. Le style de vie californien, observa Déborah. Promenade sur la plage, légumes frais du marché, et aucun membre de famille toxique pour empoisonner votre système. Henri rit. Déborah, vous êtes terrible. Je suis honnête, il y a une différence. Comme invoqué par la mention de la famille, mon téléphone vibra avec un texto de Marie. Je prends l'avion le week-end prochain pour le match de foot de Nolan. Je peux rester chez toi? C'était devenu notre nouvelle normalité. Marie venait une fois par mois, officiellement pour voir Henri et les petits-enfants, mais en réalité pour passer du temps avec moi. Elle était devenue la petite fille que je n'avais jamais eu la chance de connaître, féroce, drôle et absolument déterminée à rattraper le temps perdu. « Marie vient pour le week-end », annonçai-je. « Bien », dit Henri. « Elle a mentionné qu'elle voulait te parler de quelque chose. Quel genre de quelque chose? Le genre qu'elle devrait te dire elle-même. » Alors que le soir approchait, Déborah retourna à son propre cottage avec la promesse de venir voir Marmelade plus tard. Henri récupéra Nolan pour son bain et son coucher, me laissant seule sur la véranda, avec mes pensées et le chat qui m'avait apparemment adopté. Mon téléphone sonna. L'appel hebdomadaire de Pierre, ponctuel comme une horloge depuis que son monde s'était effondré. « Salut, maman !» Sa voix portait encore le poids de la honte. Mais il y avait autre chose maintenant, aussi, une sorte de soulagement épuisé, comme si la confession l'avait enfin libéré pour être honnête. « Comment vas-tu, Pierre ?»« Mieux, je crois. Le thérapeute dit que je fais des progrès. Corinne et moi nous séparons. Probablement, définitivement. » Je ne ressentis aucune satisfaction à cette nouvelle, juste une tristesse lointaine pour les décombres d'une vie construite sur de fausses fondations. Je suis désolée d'entendre ça. Ne le sois pas. C'est la bonne chose à faire. Elle n'était pas... Nous n'étions pas bons l'un pour l'autre, ni pour personne d'autre. Il marqua une pause. J'ai réfléchi à ce que tu as dit sur le fait de gagner ma place dans ta vie. Et je veux te rendre visite. Pas pour demander pardon, je sais que je ne le mérite pas encore. Juste pour voir où tu es maintenant, pour comprendre qui tu es devenu sans nous pour te tirer vers le bas. L'ancienne Eliane aurait dit oui, immédiatement, reconnaissante pour la moindre miette d'attention de son premier-né. La nouvelle Eliane examina la demande avec soin. « Tu peux venir », dis-je finalement. « Mais tu resteras à l'hôtel, et tu viendras parce que tu veux me connaître, pas parce que tu as besoin de quelque chose de moi. Je comprends. Merci, maman, de me donner une autre chance. » Après avoir raccroché, je suis restée assise dans le crépuscule naissant, caressant la fourrure de Marmelade chauffée par le soleil et pensant aux chances. Les secondes chances, les dernières chances. Les chances que nous nous donnons lorsque nous arrêtons enfin d'attendre la permission des autres pour vivre notre propre vie. Mon téléphone vibra avec un autre texto. Celui-ci d'un numéro que je ne reconnaissais pas. « Madame Hattish, c'est Anne Hanks, la fille du docteur Hanks. Ma mère a mentionné que vous cherchiez des opportunités de bénévolat. Seriez-vous intéressé pour aider avec notre programme d'alphabétisation?
Nous travaillons avec des familles immigrées et nous aurions vraiment besoin de quelqu'un avec votre patience et votre expérience. » Je fixai le message, me souvenant de la femme que j'étais il y a 6 mois, isolée, invisible, attendant d'être éliminée comme un meuble indésirable. Cette femme n'aurait jamais imaginé être assise sur une véranda californienne, recherchée pour ses compétences et son expérience, plutôt que gérée pour ses supposées déficiences. « Oui », tapai-je en retour. « J'adorerais aider. » Le lendemain matin, amena Marie, arrivant plus tôt que prévu avec son énergie tourbillonnante habituelle et une brassée de fleurs de la boutique de cadeaux de l'aéroport. « Mamie !» Elle m'entraîna dans une étreinte qui sentait le café d'avion et le parfum de luxe. « Tu es magnifique! La Californie te va bien! »« De quoi voulais-tu me parler ?» demandai-je alors que nous nous installions dans la cuisine avec du café frais et les restes de biscuits de Déborah. L'expression de Marie devint sérieuse. « J'ai réfléchi à ce qui s'est passé, à toutes les années que nous avons perdues, à cause des mensonges qu'on nous a racontés sur toi. Et j'ai réalisé quelque chose. Il y a probablement d'autres personnes dans des situations similaires. Des personnes âgées, isolées, manipulées, coupées de leur réseau de soutien. Et je veux créer une association. Aide juridique, soutien, peut-être même une ligne d'écoute pour les personnes qui soupçonnent que leurs proches se font abuser. » Elle se pencha en avant, ses yeux brillants de passion. « Je veux utiliser ce qui t'est arrivé pour aider d'autres personnes. Mais j'ai besoin de ta permission d'abord. » Je posai ma tasse de café, submergée par l'ampleur de ce qu'elle proposait. « Marie, c'est extraordinaire. Est-ce que c'est un oui ? C'est un putain de oui, » dis-je, et elle rit de mon langage. « Mais je veux être impliquée, pas seulement comme une histoire édifiante, mais comme une participante active. » « Vraiment ? Tu voudrais faire ça ? » « Ma chérie, il y a 3 mois, je pensais que ma vie était finie. Maintenant, je découvre qu'elle ne fait peut-être que commencer. Nous avons passé le week-end à planifier. La formation en école de commerce de Marie se mariant parfaitement avec mes 7 décennies d'expérience pratique. Le dimanche soir, nous avions les bases de quelque chose qui pourrait vraiment aider les gens. Un héritage construit, non pas sur l'amertume, mais sur la détermination de faire en sorte que ce qui m'est arrivé n'arrive pas à d'autres. Alors que Marie se préparait à partir, elle me serra fort dans ses bras. « Je t'aime, mamie. J'aime qui tu es maintenant. Et j'aime qui tu as toujours été, sous toutes les manières dont ils ont essayé de te diminuer. Je t'aime aussi, ma chérie. » Cette nuit-là, alors que je me préparais à me coucher dans ma propre maison, dans ma propre chambre, faisant mes propres choix sur ma propre vie, j'ai aperçu mon reflet dans le miroir. La femme qui me regardait avait 67 ans, les cheveux argentés et marqués par les rides qui viennent d'une vie authentique plutôt que d'une simple survie. Elle était aussi puissante d'une manière qu'elle ne l'avait jamais été auparavant. Pas le pouvoir qui vient du contrôle des autres, mais le pouvoir qui vient de la souveraineté absolue sur sa propre existence. Marmelade apparut à la fenêtre de ma chambre, ayant apparemment appris la disposition de son nouveau territoire. J'ouvris la fenêtre et il entra comme s'il avait toujours appartenu à cet endroit, s'installant au pied de mon lit, avec une satisfaction de propriétaire. « Eh bien, » lui dis-je, « je suppose que tu restes. » Il ronronna son accord, et je compris que c'était ainsi que de nouvelles vies commençaient. Non pas avec de grands gestes ou des proclamations spectaculaires, mais avec de silencieuses acceptations de l'amour et de l'appartenance qui apparaissent quand on a enfin le courage de revendiquer la vie que l'on mérite. Dehors, les étoiles de Californie tournaient au-dessus de ma tête selon des motifs que j'apprenais encore à lire. Mais à l'intérieur, entouré des trésors accumulés d'une vie enfin vécue selon mes propres termes, je m'endormis au son du contentement, le mien et celui du chat, et de la profonde satisfaction qui vient de la découverte que l'on est plus fort que quiconque, y compris soi-même, ne l'aurait jamais imaginé.